Après un confinement total raté, cette fois-ci c'est confirmé. La commune de la Gombe sera en confinement à partir de ce lundi 6 avril. Voilà pourquoi nous vous proposons d'évaluer la gestion de cette crise sanitaire en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, vous êtes bel et bien dans Enjeu. Bienvenue à tous et à toutes. Nos rituels n'ont pas du tout changé. Je vous invite à découvrir l'invité du jour dans Eche Omo. Fiyou Ndondoboni Monkoso. Fiyou Ndondoboni a un master en transformation sociale de l'Université protestante du Congo et travaille dans un cabinet d'architectes où il est général manager. Il a été consultant des projets de la Banque mondiale et cadre de direction dans une société de télécommunications de la place. Il a participé à la conférence de Genval en Belgique, convoquée par Étienne Tshisekedi Wamulumba, et va siéger comme membre du Conseil des sages du Rassemblement. Fiyou Ndondoboni est président national du Parti Orange. Président Fiyou Ndondoboni, bienvenue. Merci, c'est un grand plaisir. On doit arrêter avec certaines vieilles bonnes traditions. On n'est pas obligé de se saluer pour des raisons évidentes. On se salue pas. On s'installe. La connexion est faite par Bluetooth. En tout cas, bienvenue. Hein. C'est un grand plaisir de me retrouver ici, chaque fois qu'il y a une opportunité de parler au peuple congolais, et surtout dans les contextes difficiles qui est nôtre actuellement. Oui. C'est vraiment une grande joie pour moi. Les contextes difficiles qui est les nôtres, non seulement les nôtres, mais la crise sanitaire et planétaire, elle est vraiment mondiale. L'épidémie, au début, a été déclarée en République démocratique du Congo, je me rappelle, c'était un certain 10 mars. 3-4 semaines après. Comment voyez-vous la gestion de cette crise en République démocratique? Au-delà, avant de parler de la gestion d'une manière générale, donc, il faut voir les conditions dans lesquelles le Congo se retrouve aujourd'hui. Il est vrai que cette crise qui vient d'atterrir a surpris pratiquement l'ensemble du monde. Même les pays les plus développés aujourd'hui ont été débordés par cette crise. Mais nous, les Congos, qui sommes dans la précarité encore de la situation sociale et sanitaire, c'est tout à fait normal que la crise nous dépasse un peu. Mais du moins, les personnes qui sont mises en place, l'équipe qui est mise en place, et avec l'engagement du chef de l'État et les experts qui travaillent sur la question, avec l'expérience de la crise d'Ebola, nous croyons que... Les docteurs Mouyembe en tête. Mouyembe justement en tête. Nous croyons qu'il y a possibilité de relever ces défis et l'engagement de l'ensemble du peuple congolais, le leader d'opinion, les leaders ecclésiastiques, tous ces leaders, leur engagement, la mobilisation dans laquelle tout le monde se retrouve aujourd'hui pour dire à la population de poser le geste simple. Si nous nous engageons tous ensemble, nous allons relever ce défi. Et le vrai, si nous devons nous atteler seulement sur notre efficacité sociale ou sanitaire, nous ne serons pas parce qu'on est faible. Parce que la politique sanitaire qui est nôtre aujourd'hui ne nous permet pas, rien que sur cette question, de relever ces défis. Vous comprenez? Donc, au-delà de cette réalité, il faut justement la mise en pratique de tous les conseils qui nous sont prodigués. Les gestes barrières pour que nous relevions ces défis. Là, c'est la partie difficulté. Mais il y a une deuxième dimension qu'il faut voir, considérer cette situation comme une opportunité justement pour que nous prenions de dispositions qui puisse nous permettre ultérieurement, dans les années à venir, qu'on soit à mesure justement de faire face à de pareilles situations. Parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui, comprendre aujourd'hui, une grande nation comme la République démocratique du Congo, avec des grands hôpitaux généraux que nous avons, prenons le cas de Mama Yemo, d'abord clinique quinoise, tel que ça fait des années dans un état de délabrement. En Lambeau. À Lambeau.
Mamayem aujourd'hui, qui est cet hôpital, qui a les grands experts, cliniques universitaires, avec la possibilité de créer les grands exploits, mais regarde les conditions dans lesquelles ces hôpitaux se retrouvent aujourd'hui. Et si nous prenons dans le secteur économique ou de la provision alimentaire, parce qu'aujourd'hui, avec toute cette réalité des confinements, où le pays, la ville particulièrement Kinshasa, dépend totalement des importations. Donc, nous n'avons pas suffisamment de provisions, de greniers qui puissent faire à ce que, face à cette situation, l'État soit en mesure de pouvoir justement aux besoins de la population. Donc, c'est en cela que nous interpellons le gestionnaire sur des projets du genre Bukangalonjo qui... Des tristes mémoires. Des tristes mémoires. Si ces projets étaient un projet réel qui veillait, qui avait comme objectif l'intérêt de la République, un investissement qui y avait comme un objectif réel le bonheur du peuple congolais, aujourd'hui, on n'allait pas avoir beaucoup de problèmes parce que la production interne allait, si pas totalement aider, mais jouer un rôle important pour couvrir le besoin de la population locale. Vous comprenez? Donc, c'est l'ensemble de tous ces problèmes qui puissent aujourd'hui être considérés comme une opportunité, de manière à ce que le gestionnaire, les leaders, les gestionnaires de la nation puissent se dire il faudra une certaine révolution, il faudra mettre en place de nouvelles politiques de manière à ce que les prochaines crises nous soient en mesure de relever facilement les défis. Si je vous ai posé cette question, c'est parce qu'on a remarqué un certain tâtonnement, une certaine hésitation dans la gestion de cette crise. Au départ, on a décrété un confinement total pour toute la ville de Kinshasa, pour des raisons jusque-là pas encore bien élucidées. Ça a été reporté. On décide cette fois-ci que le confinement sera communal, si je peux me permettre, seulement dans la commune de la Gombe. Voyez-vous que les autorités congolaises ou les autorités quinoises prennent au sérieux cette menace, on tâtonna de la sorte? Il est vrai, le commandant en chef de toute cette crise, c'est le chef de l'État. Il a lancé les temps, il a donné les orientations générales pour que toutes ces personnes qui sont ses collaborateurs, chacun à ce que le concerne puisse jouer son rôle. Donc, il a donné le rôle à chaque personne. Évidemment, il y a une décision qui a été prise par la ville de Kinshasa. Je considère que cette décision, la première décision qui n'était pas suffisamment, ça n'engage que moi, qui n'était pas suffisamment mûrie, parce que j'étais parmi les personnes les plus heureuses quand on a annulé ou on a reporté cette décision, parce que ça mettait la ville de Kinshasa dans un environnement de contamination générale. Ça mettait la ville de Kinshasa dans une situation où la maladie... C'était un confinement intermittent. Ça allait, la ville allait facilement être contaminée dans un temps record. Peut-être tel a été le cas les vendredis. Le vendredi, certainement, ça a augmenté un peu cette contamination, probablement. Mais heureusement, à un certain niveau de gestion, parce que vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle les degrés de validation, à un certain niveau de validation, que la décision, l'option qui a été prise par la ville de Kinshasa a été certainement... il y a des observations qui ont été faites pour que ça soit reporté. Alors, les confinements par rapport à la ville de la Gombe, la commune de la Gombe. En réalité, le confinement de la commune de la Gombe, c'est un confinement à 60 ou 70% de la ville de Kinshasa. Parce que la configuration de la ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs on appelle le centre-ville, la commune de la Gombe, ville. Nakena ville. Donc paralyser la commune de la Gombe, c'est paralyser la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, parce que 70% des activités de la ville de Kinshasa sont concentrées dans la commune de la Gombe ou un peu périphérique de la Gombe. Alors chaque matin, une bonne quantité. À l'époque, avant le pillage, il y avait des grandes entreprises du genre General Motors, Métallurgie de Maluku, Daipen, tout ça. De l'autre côté, la population de Tchango remontait dans ces entreprises-là pour travailler. Mais après le pillage, tout le monde descend au centre-ville. Que ceux qui vivent du jour au jour, comme on l'a dit, viennent se débrouiller au centre-ville, au grand marché. Tout le monde descend, vous comprenez? Donc, les confinements de la commune de la Gombe arrêtent 70% des activités de la ville de Kinshasa. Donc, ce qui fait que toutes ces personnes qui étaient censées descendre au centre-ville chaque jour le matin, ils ne vont plus le faire.
La conséquence, ils vont rester à la maison. Donc la ville de Kinshasa va être en confinement à partir de cette décision de la commune de la Gombe. En d'autres termes, c'est un confinement indirect de la ville de Kinshasa parce que sur le plan psychologique, annoncer la ville de Kinshasa, l'impact sera beaucoup plus négatif. Mais quand on parle de la Gombe, ceux qui sont dans les communes périphériques, en réalité, leur champ de mouvement va s'arrêter dans leur commune. Ils n'auront plus à faire de longues distances parce qu'il n'y a pas nécessité. L'unique activité principale qui leur permet de faire de longues distances, c'est aller au travail. Nous imaginons que même Zando sera fermé. Justement, même Zando sera fermé. Donc, le marché qui vont fonctionner, ça sera des marchés locaux. Le marché, donc, ça sera une proximité dans la communauté locale qui va se faire. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi la décision du confinement de la commune de la Gombe, ça a été une décision assez responsable. Assez responsable, mais un tout petit peu tardive. Bon, évidemment, mieux vaut tard que jamais. Je ne suis pas dans ces comités de pilotage. Il est vrai qu'il y a de faiblesses dans certaines choses, mais il y a certaines actions qu'il faut encourager parce que nous tous, nous sommes appelés à nous engager pour relever ce défi. La décision du confinement de la commune de Gombe est prise à partir de demain. Mieux vaut tard que jamais, mais il faudra que chaque personne puisse avoir des attitudes, des comportements qui permettent justement que l'objectif poursuivi soit atteint. Parce que si, même dans les contextes de confinement, on procède par de fraudes, ce qui fait qu'on ne comprend pas... Vous avez parlé de l'objectif poursuivi. Quel est cet objectif? L'objectif, justement, c'est arrêter la propagation de la maladie. On a considéré Gombe comme les grands centres. L'épicentre? Oui, de foyer, justement. Mais le foyer, il ne faut pas voir le foyer seulement dans la dimension qu'il y a beaucoup plus de contaminés dans la commune de la Gombe. Il faut voir dans le second degré de ces foyers, c'est-à-dire c'est le lieu de rencontre le plus probable exposé pour créer la contamination dans la ville de Kinshasa. C'est dans cette deuxième dimension... Il faudra briser la chaîne des contaminations. Justement, il faut briser. C'est-à-dire la commune de la Gombe est le point qui permet à ce que toutes les destinations convergent. Vous comprenez? Alors cette convergence d'atterrissage à Gombe fait à ce que quelqu'un qui quitte à Mongafula avec sa situation sanitaire arrive à Gombe avec une autre personne qui vient de Mongafula qui n'avait rien. Oui. Il va rencontrer cette personne dans la commune de la Gombe et voilà, la contamination va se faire. La propagation va se faire. Et la meilleure solution justement, c'est de laisser chacun dans son coin. Et que si l'identification de la faiblesse est faite dans ces coins-là, il y a possibilité justement que la décision serait tardive parce qu'on a déjà décelé les cas de corona dans certaines communes de la capitale. Évidemment, on a décelé, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes sur lesquels il faut vraiment travailler, c'est la prise en charge. Parce que la plupart de personnes, même qui sont mortes par cette maladie, ce n'était pas... Le vrai problème, c'est la prise en charge. Parce que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo, ait un problème sur les appareils respiratoires, par exemple. On n'en a presque pas. Clinique Gallienne n'en avait pas plus de 3. Donc toute la ville, il a fallu que des personnalités privées, des organisations privées, des communautés privées viennent offrir justement dans ces grands hôpitaux. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Et c'est là justement qui crée la révolte au niveau de chaque personne. Nous voyons de personnes dépenser des millions d'argent par de fêtes banales, dépenser de millions d'argent par telle ou telle autre chose, dépenser l'argent ou se dire qu'ils aiment ce pays. Mais comment est-ce qu'on peut manquer le minimum, le basique qui puisse permettre à cette population, en cas de problème de santé, puisse se rendre? Et c'est là que nous saluons justement l'effort, la volonté, la détermination de la révolution justement de la politique de la santé qu'a décidé le chef de l'État pour l'action de cette année, parce qu'il a parlé d'une réforme sanitaire. Donc je pense que c'est dans ces contextes de cette réforme que toutes ces choses devraient être révolutionnées et changées, parce que les Congolais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un sérieux problème d'une prise en charge sanitaire. S'il y a un conseiller spécial du chef de l'État, que je salue en passant le Vidier, qui s'est retrouvé dans une situation... Qui envoie des rétablissements. Hein? Qui envoie des rétablissements, justement. Les échos sont très positifs.
très positif. J'ai échangé personnellement avec lui également. Donc, vous comprenez que si une personnalité comme celle-là s'est retrouvé dans un privilégié, entre guillemets, s'est retrouvé parce qu'il a pour la position, il a le minimum de moyens, se retrouve dans une situation d'une prise en charge difficile. Quel serait le sort de ces Congolais, un fonctionnaire, un militaire ou un sans-emploi qui se retrouve dans un environnement quelconque de la ville de Kinshasa? C'est injuste. Il faudra qu'aujourd'hui, on offre les conditions minimum de prise en charge à tous les Congolais. Et je pense que même le chef de l'État lui-même ne peut pas accepter qu'il y ait cette discrimination. Voilà pourquoi chaque organe qui est censé jouer ce rôle devrait travailler, le gouvernement en particulier, pour mettre en place de mécanismes qui permettent à chaque Congolais, en cas de situation difficile, qu'il soit facilement pris en charge. Et le chef de l'État a instruit à ce que toute personne qui est atteinte de cette maladie soit prise en charge gratuitement. C'est l'État qui va les prendre en charge. Alors, il faut que la suite exécute toutes les décisions et les recommandations que le chef de l'État a données quant à ça. Donc, voilà un peu la difficulté. Et nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui les hôpitaux certains hôpitaux assez élevés de la ville de Kinshasa se permettent de refuser de cas. C'est grave. Donc, le ministère de la Santé devra prendre des sanctions disciplinaires. Et s'il refuse les privilégiés, à plus forte raison, justement, ceux qui n'ont pas des noms dans ces pays, que feront-ils? Justement, c'est ça justement la difficulté. Mais au-delà aussi de cette question, l'État a la responsabilité aussi de sécuriser les personnels médicaux. Parce que toutes ces personnes, les agents médicaux, les médecins, les infirmiers, ainsi que, je sais pas, les gestionnaires des hôpitaux, tout ça, comment ils s'appellent encore, les laborantins, toutes ces personnes ont besoin d'être sécurisés également. Voilà pourquoi, hier ou avant-hier, je suis vu à la télé, il y a eu des dons, évidemment, qui puissent sécuriser le personnel de santé. Mais nous ne devons pas vivre des dons. La nation congolaise ne doit pas vivre des dons. 60 ans après l'indépendance. 60 ans après l'indépendance. Mais la nation congolaise doit vivre de planification et avoir la possibilité, en cas d'un risque, de faire ce qu'on appelle de rectification budgétaire ou d'action, de manière à avoir l'adaptation réelle qui nous permette de résister face à une pression qui nous arrive. Vous comprenez? Parce que nous avons l'impression que ce sont les dons qui accompagnent justement l'action. Or, ça ne devait pas être le cas. Aujourd'hui, nous avons voté, le chef de l'État s'est engagé pour mobiliser un budget de 10 milliards de dollars américains, 11 milliards de dollars américains. Ce qui est vrai, l'action de coronavirus va avoir un impact négatif sur l'économie nationale. Va avoir un impact parce que le 2 mois déjà ici, par rapport à la productivité, il y a une faiblesse. Donc, on va revenir sur ça. Mais Président Fillou, toujours dans la gestion de cette crise, un véritable pavé dans la mare, le vendredi dernier, Dr Muyembe, voilà, nous apprend que la République démocratique du Congo sera déjà candidate à un test clinique d'un quelconque vaccin qui sera fabriqué soit aux États-Unis, soit en Chine, soit au Canada. Alors les Congolais et les Quinois en particulier étaient partagés entre une colère sainte et la sidération. Pourquoi commencer ces vaccins en République démocratique du Congo? Bon, ce qui est vrai aujourd'hui, quand tu fais une interrogation, les profs te posent la question 1 plus 1 égale à combien? Tu as répondu égal à 1 et qu'après tu te rends compte que ce n'était pas la bonne réponse, tu rayes le 1, tu écris 2, les profs vont corriger que tu as réussi, tu as eu 2. Donc il ne tiendra pas compte de l'erreur qui a été faite au brillant, bien que peut-être les gens ont vu, mais il tiendra compte de la deuxième réponse qui est la bonne réponse. Je pense que le docteur a eu à donner les explications quant à ces discours qui a été fait en amont, et ce n'est que normal, la population puisse réagir. Il faisait ces discours aux côtés de l'ambassadeur américain. Non. Je pense qu'il ne faut pas... L'ambassadeur des États-Unis, moi je suis venu à l'INRB pour remettre les dons des États-Unis de 6 millions de dollars.
Il était venu. Pas les dons de la Banque mondiale, les 47 millions. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec les 47 millions. Mais il y a une drôle de coïncidence. Hein. Non, mais le problème, c'est qu'il faut être... c'est-à-dire, il faut, quand on fait un jugement, il ne faut pas faire de jonctions, des choses qui ne sont pas vraies. Il faut être vrai. Vous comprenez? Nous savons... Sinon, ça sera de l'intox. Oui, de l'intox. Il est vrai que la communication, parce que si tu analyses bien les propos du docteur, en réalité, il a peut-être mal présenté, mais ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Mais la présentation, la succession de phrases, parce que je ne suis pas en train de le défendre, mais du moins, il a présenté son idée, il s'est justifié, il a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, nous ne pouvons pas non plus accepter qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons comme des cobayes. C'est ça, les drames. On ne peut pas accepter que les Congos, la nation congolaise, soit aujourd'hui considérée comme des cobayes. Nous devons également savoir, depuis que l'Afrique existe, à cause de l'irresponsabilité de l'Africain lui-même, tout le vaccin que nous avons ici, des années, ont été pris en charge par les grands donateurs du monde. Des années et des années. Mais personne ne s'en est plaint. Il nous revient... Même Ebola. Oui, mais justement, même Ebola. Il nous revient nous-mêmes, au lieu de crier, de réfléchir sur notre sens de responsabilité, de réfléchir comment est-ce que l'émotion avait pris les dessus. Hein. Oui, l'émotion a pris les dessus. Il faut réfléchir comment... Et on a copieusement insulté les docteurs. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Si cet Occident-là s'est dit même que je ne vends aucun appareil respiratoire à la RDC, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous produisons quoi? Pour que nous puissions crier, nous dire que nous donnons... Je ne refuse pas cette dimension de refuser l'ignominie, c'est-à-dire on soit considéré comme des cobayes, c'est responsable. Mais au-delà de cette réaction, nous devons nous poser mille et une questions. Que devons-nous être à l'avenir? Comment allons-nous nous comporter? Donc vous voulez dire que la main qui donne, c'est elle qui commande. Par conséquent, le Congo n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais aujourd'hui, tu crois avec cette proposition, on donne 1 000 $ pour toutes les personnes qui veulent bien se faire, entre guillemets... Il y en a qui cesseront de faire des bruits. On dit qu'on a besoin d'1 million de personnes à Kinshasa pour que se fassent des cobayes, 1 000 $ par... Vous allez voir, à 4 heures du matin, ça sera déjà plein. Ça sera déjà plein. Le même personne qui font le même discours vont se retrouver... Il y en a qui vont amener même femmes et enfants. Or, il y a de ceux qui s'offrent comme cobayes, entre guillemets, en tant que volontaires de l'humanité. En tant que... J'ai suivi des essais qui sont en train de se faire en Europe, où il y a, aux États-Unis, je crois, où il y a le 1 000 $ qui sont donnés par personne, mais il y a une personne qui a refusé de prendre le 1 000 $ et a dit « je veux le faire comme volontaire universel ». Mais président Fillon, on doit même se poser des questions. C'est en Europe où il y a une hécatombe, et jusque-là, ce n'est pas encore près de s'arrêter. Pourquoi au lieu de sauver d'abord les Européens, les Américains, ils se précipitent pour venir sauver les Africains? Non, ce n'est pas une précipitation. Le docteur, si vous voyez sa communication, il a dit « les essais vont commencer au mois de mai. Oui. Chez nous, ça pourra arriver au mois de juillet, août. C'est-à-dire les essais ont été faits. Nous sommes candidats pour avoir ce vaccin de manière à ce qu'on sauve les personnes. Vous comprenez? C'est-à-dire les essais vont se faire au mois de mai. Il y a eu un problème de communication. Le problème, c'est la communication. Et lorsque les hommes de Dieu s'en mêlent aussi. Et la pression casse. L'Église s'en mêle aussi. Hein? Peu importe. En fait, le problème... La marque de la bête, il y a beaucoup de théories apocalyptiques. En face d'une crise, il faut avoir des nerfs solides. Parce que si tu n'as pas des nerfs solides en face d'une crise, tu vas mourir et tu vas laisser la crise. Il y a des personnes, quand tu es tendu, tu es nerveux, stressé, tu vas laisser la crise et tu vas partir. Il faut avoir la tête en place. Vous n'allez même pas mourir de cette pandémie. La pression, quand le docteur Mouyembe, aujourd'hui, il a plus de 70 ans aujourd'hui, et ce n'est pas une petite pression. Il porte le poids de la République aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre disqualifier, refuser même toutes ses capacités et tous les exploits, la fierté qu'il a fait à travers le monde. En tout cas, tout le monde au sujet du vaccin, tout le monde devient expert, même un mécanicien, un électricien, un pasteur, c'est non, N-O-N. C'est un problème de communication.
les problèmes et des communications. Aujourd'hui, l'unique chose à faire, un, nous ne devons pas être des cobayes, ça c'est vrai. Ça, c'est un. De deux, le vaccin peut arriver au pays après avoir vérifié que ce vaccin, du reste, tout vaccin... avoir fait leur preuve ailleurs. Ailleurs, oui. Et ce n'est qu'après, à ces moments-là, que ça pourrait être utilisé dans ce pays. Peut-être pendant ces temps, on aura déjà compté des morts. Le docteur lui-même a dit qu'il est congolais, il ne permettra pas que le Congolais soit exposé à un tel risque. Vous comprenez? Donc, pour moi, je considère que ces dossiers, il y a eu beaucoup plus d'intox, il y a eu plus la manipulation que le vrai problème. Donc voilà un peu. Donc c'est-à-dire que pas de panique, nous devons accepter les vaccins, c'est peut-être la seule issue. Je ne suis pas la mais personne... après avoir fait ses preuves ailleurs. S'il vous plaît, je ne suis pas la personne... Donc vous avez pignon sur rue aussi. Non, hein? Je ne suis pas la personne qui est censée parler de l'acceptation du vaccin. Il y a l'équipe technique des experts qui travaillent. Dès que ce vaccin va être disponible, cette équipe-là va vérifier certainement. Il y a la procédure de validation de vaccins ou d'octroi de vaccins par rapport au ministère de la Santé et aux organismes internationaux. Donc, c'est ces protocoles qui vont être respectés avant que l'on puisse attribuer. Si ces protocoles sont respectés et que les uns et les autres veillent sur les intérêts de leur population, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que le médicament que nous prenons tous les jours ici, ceux qui se disent qu'ils vont à la pharmacie acheter le médicament, est-ce qu'ils savent qui fabrique ce médicament? Quel est le contenu de ces médicaments? Qui le sait? Personne ne le sait. Mais nous le prenons par la foi. Il y a aussi beaucoup d'intox. Mais nous prenons par la foi. Tout le monde parle de chloroquine aujourd'hui. Oui. Mais qui connaît les contenus de ces chloroquines? Les effets secondaires de la chloroquine. Qui connaît? Donc, vous comprenez, il faut laisser les experts faire leur travail. Moi, je suis un architecte. Donc, ce qui fait que quand un juriste commence à se mêler, à me dire que ce bâtiment va tomber parce qu'il y a ça, il fait tel angle, ben je peux le regarder, ce gars, il fait la folie ou quoi. Donc, il faut laisser les experts faire leur travail. Voilà, il faut laisser les experts faire leur travail. Et nous pensons que le CUP des docteurs Mouyembe et le chef de l'État qui a pris la responsabilité de renouveler la confiance auprès du docteur Mouyembe après avoir constaté les exploits sur l'éradication de la maladie Ebola, je pense qu'il a fait toutes les analyses, faisons confiance, évitons les intox de manière à ce que l'équipe puisse bien faire son travail. Par la grâce de Dieu, nous relèverons ce défi. Fiundonobo, nous avons parlé de la prise en charge, chaotique jusque-là. Nous avons parlé de cette fameuse question du vaccin ou pas. Prenons maintenant l'angle socio-économique de la question. Confiné, c'est bien beau. D'ailleurs, on dit la commune de la Gombe, c'est juste un premier pas, une première phase. L'idéal serait que toute la ville de Kinshasa soit confinée. Mais pendant ces temps, toutes ces mesures sont-elles accompagnées sur les plans socio-économiques? Mais je pense qu'il y a une certaine faiblesse sur certaines actions. Je saluais la décision qui a été prise sur la réduction de l'annulation de certaines taxes, le problème de l'eau, l'électricité, pendant juste 2 mois. Pendant 2 mois, c'est quand même certaines mesures positives. Mais l'État, au-delà de prendre des mesures comme ça, des confinements, il doit poser des actions qui puissent faciliter la mise en œuvre de ces confinements. Je donne un exemple. On devait par exemple dire tous les mois d'avril, on fait le salaire anticipatif de tous les fonctionnaires. Par exemple. Ce n'est qu'un exemple que je dis. On donne un salaire anticipatif. Pourquoi? Parce que la difficulté que nous avons dans ce pays ou dans cette ville, c'est la circulation du cash. Si chaque fonctionnaire reçoit son salaire, il va avoir la disponibilité de l'argent. Et cet argent, on peut même dire que le 13e mois qui était prévu, ils le reçoivent maintenant de manière à ce qu'ils aient la possibilité de faire certaines dépenses dans le quartier. C'est-à-dire la maman maraîchère qui a son bilanga derrière la maison va vendre devant la parcelle, le fonctionnaire va acheter et cette maman maraîchère va avoir aussi l'argent. C'était la personne qui descendait en ville régulièrement pour faire les porteurs, je ne sais pas quoi. Dans le quartier, il va avoir une certaine activité, l'argent va circuler et chacun va peut-être, si pas totalement, s'y retrouver. Donc, il y a des actions sociales comme ça, directes, qui sont censées être prises
pour qu'il y ait par exemple circulation d'argent. Parce que nous sommes dans une crise et cet argent viendra d'où? Il faut faire ce qu'on appelle rectification ou le réaménagement budgétaire. Il y a certaines actions qui ont été prévues cette année, ça ne vaudra plus la peine de le réaliser. Il faut prendre... Les sauts de moutons? Non, les sauts de moutons, il faut achever les travaux. De toute façon, les sauts de moutons par rapport au coût du budget, ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce qui reste. Donc, c'est un travail spectaculaire, mais ce n'est pas une consommation budgétaire assez importante. C'est quoi le saut de moutons? Ce ne sont que de béton, là. Donc, il n'y a pas grand-chose en termes de charges financières. Donc, les personnes, des fois, qui font des trucs, peut-être ne maîtrisent pas suffisamment la question du coût. Donc, vous comprenez? Donc, il y a des actions beaucoup plus importantes qui engagent les finances de l'État, qui peuvent être réaffectées à couvrir le genre de décisions qui vont être prises avec un impact réel sur le social. Si nous mettons aujourd'hui, il y a certains centres où les personnes vulnérables se retrouvent. L'État doit poser des actions directement. On a pris la décision sur la réduction du nombre de personnes, taxibus, chauffeurs de taxi, les Wewa, tout ça. Ces personnes-là ont un chiffre d'affaires qu'ils produisent. L'État prend la décision, au lieu de mettre 3 personnes ou 4 personnes dans un taxi, vous en mettrez 2 derrière, une personne devant. C'est bien beau, mais ces gens ont un impact budgétaire sur leurs revenus journaliers. On appelle versement. Ouais. Mais qui couvre cet impact négatif budgétaire? Et l'État devait prendre des dispositions pour couvrir. Par exemple, il devait se dire, j'ai une association de chauffeurs qui existe, je travaille avec l'association, chaque chauffeur qui a sa carte vient dans la station X, Y, Z avec un jeton, le carburant coûte 2200 francs, au lieu de 2200 francs, les chauffeurs vont acheter à 1600 francs. Par exemple. C'est-à-dire, là, c'est la contribution à 30 ou 40% de l'État sur l'impact négatif économique sur les petites et moyennes entreprises. Parce que ces gens-là sont des entreprises. L'impact négatif par rapport à leurs prévisions budgétaires, personne ne va les couvrir. Ils ont des charges également qu'ils couvrent. Mais qui va les aider à honorer ces charges? C'est en cela que l'État devra travailler et réfléchir. La commune de la Gombe va être confinée, je ne sais pas si ça se dit, mais quelles sont les dispositions Il n'y aura aucun supermarché qui sera ouvert. Oui, jusque-là. Aucun supermarché à partir de demain. Donc, ce qui fait que la personne qui est à Gombe, s'il est en manque de provisions, ne saura pas sortir, ne saura pas manger, ne saura pas s'approvisionner. Non, mais nous assistons déjà à une sorte d'exode. Hein? Certains. Oui, mais on va. La dimension d'exode. Quitte Gombe pour Bandalungwa, Lemba, Kinseso. Ça sont des personnes qui n'ont pas compris, qui ne comprennent rien, le sens de cette mesure, justement. Et souvent, on dit que dans une guerre, on ne cherche pas l'autre. On se cherche après la guerre. Vous comprenez? Donc, tout le monde cherche à fuir ou à trouver l'issue de sortie. L'issue de sortie, tu sécurises ceux qui sont avec toi là. Parce que là où est l'autre, il fera la même chose. Et quand la situation va se stabiliser, vous allez vous retrouver. Donc, aujourd'hui, ceux qui se comportent dans le sens de sortir de la commune, c'est irresponsable tout simplement. Mais ma question... Même ridicule. C'est vraiment irresponsable. La préoccupation est celle-ci. On fait le confinement. Tous les supermarchés vont être fermés. C'est bien beau. Mais la personne qui est à Gombe, qui n'a pas fait ses provisions pendant tout le monde, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire la provision à Gombe pendant 2 semaines. Il ne faut pas rêver. Les Quinois vivent comme un oiseau. Le même Gombe que nous connaissions autrefois. Donc, vous comprenez, à Gombe, il y a les étudiants qui sont dans les homes de l'IFASIC, qui sont là. Ils sont à Gombe. À Gombe, il y a les étudiants IEC, ils sont à Gombe. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là, parce qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas sortir. Comment est-ce qu'ils vont s'approvisionner? Donc, il n'y a pas eu un mécanisme du genre, soit un véhicule mobile, soit ou telle chose, de telle heure à telle heure, tu as besoin de quelque chose. Voilà où est-ce que tu peux t'approvisionner. Donc, ce sont des dispositions pareilles comme ça, en dehors de la décision salutaire qui est prise en faveur de la population, mais il faut des mesures également qui permettent à cette population de survivre, de tenir. Vous comprenez? Ces mesures-là font défaut. Ces mesures-là, en tout cas, ils sont moindres par rapport
aux décisions. Donc la véritable crise risque d'apparaître après l'actuelle crise. Peut-être à la fin de la maladie, à la fin de la pandémie. Oui, mais à la fin de la maladie, ça sera encore pire. À la fin de la maladie, il y aura certainement une crise. Des plaies à penser. Mais c'est maintenant qu'il faut réfléchir comment couvrir cette crise-là. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Ce n'est pas pendant. C'est pourquoi je parlais que cette situation difficile que nous traversons devrait être perçue par le leadership de la nation comme une opportunité justement à changer les donnes ultérieurement. Parce que même sur les donnes mondiales, tout ça, beaucoup de choses vont changer. Il faut aujourd'hui se positionner. Quel est le rôle, l'importance que nous donnerons demain à cette maman maraîchère qui va nourrir la ville de Kinshasa en cette situation de crise. Parce que nous vivons dès l'importation. Hier, nous avons déconsidéré les productions derrière la maison de toutes ces mamans, non pas capitalisées, mais on se rend compte que le Congolais aujourd'hui vit de cette production locale derrière la maison. Tout le monde a des petits champs de matembelebi, teku, un peu de ceci derrière la maison. Et ces choses n'ont jamais été capitalisées. Mais si aujourd'hui l'État met en place une bonne politique de la productivité, une bonne politique agricole, une bonne politique, je ne sais pas, de toutes ces choses, vous allez vous rendre compte que la gestion ultérieure sera beaucoup plus efficace et nous allons mieux nous en sortir. Alors, Président Fiyundondoboni, peut-être pour terminer, on ne peut pas ignorer l'Église, les hommes de Dieu. Pensez-vous qu'ils ont un quelconque rôle à jouer? Et on a l'impression que dans leur communication, ils spiritualisent un peu tout, ils prophétisent. Nous avons maintenant toute forme de prophéties, même les plus apocalyptiques. Une lecture de cette question. Bon, d'abord, en tant que chrétien, je veux dire, tant que l'Église n'est pas enlevée, aucun plan du diable ne peut s'accomplir sur cette terre. Amen. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ, c'est l'épouse. L'Église, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est l'Église qui donne le goût fonctionnel au monde. L'Église a le pouvoir d'arrêter, parce que la Bible nous dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre ou le ciel sera délié, tout ça. Vous comprenez, l'Église a cette autorité-là. Tant que l'Église n'est pas enlevée, aucun plan, aucune stratégie du diable ne peut se matérialiser sur cette terre. Ça, c'est un. Alors, le pasteur qui donne suffisamment d'importance à l'action apocalyptique du diable dans les contextes actuels, dans la ligne de l'histoire eschatologique, tout ça, a des problèmes, a des faiblesses. Voilà pourquoi on parle de la formation théologique ou missionnaire. Il faut être formé pour comprendre toutes choses. Et des deux. L'Église n'est pas l'Église, la vraie Église, c'est notre cœur. Notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Mais l'Église qui sera enlevée, ce ne sont pas les temples ici, c'est l'Église universelle, c'est le corps du Christ qui va être enlevé, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces personnes qui ont donné leur vie. Vous et moi, par exemple. Oui, l'ensemble de toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ce sont ces gens qui constituent le corps du Christ, qui constituent l'Église universelle. Alors, avant même que nous puissions avoir des temples, à l'époque de Jésus ou même avant, mais on appelait ça des églises maisons, c'est-à-dire il y avait les gens priaient dans des maisons. Et c'est cette église puissante et forte qui a fait descendre même le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. C'est ce qu'on peut appeler groupe de prière. Groupe de prière. Qui a fait descendre le Saint-Esprit le jour de la prière. Donc, vous, les jours de la Pentecôte, vous comprenez que quand on est un leader, il faut toujours considérer chaque situation, avoir une révélation pour avoir l'orientation spirituelle à donner. Moi, je pense que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, par rapport à cette situation, demande à l'Église de fortifier la véritable Église qui est l'Église maison. Pousser les gens à avoir le prière en famille, pousser les gens à développer la vie de prière en famille. Quel est aujourd'hui l'essence de la famille au Congo ? Quelle est aujourd'hui la perception? Donc, il faut mettre à profit les confinements pour organiser des retraites. Aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois la famille au Congo? Nous voyons les enfants de la rue, nous voyons toutes ces personnes, des enfants qui vivent hors foyer, tout ça. Mais où est la place de la famille aujourd'hui? Mais c'est une opportunité pour que les gens se lèvent,
puisse donner l'essence justement de la famille en dehors de la dimension spirituelle, mais il y a également une dimension de la vie en communauté comme famille. Et je vais peut-être dire un mot par rapport aux enfants de la rue. Je suis passé, j'ai vu au centre-ville, il y aura confinement. Qu'est-ce que l'hôtel de ville a pris comme disposition par rapport à tous ces enfants en tout cas, comme toujours, ils sont abandonnés à leur triste sort. Tous ces enfants de la rue qui se retrouvent, qui passent la nuit au grand marché, qui sont vers Galerie Albert, je ne sais pas, Galerie présidentielle. Quel est le sort de ces enfants? Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Est-ce que ces enfants-là, on a pris des dispositions pour les sécuriser? Le chef de l'État a clairement dit qu'il revient au gouverneur de mettre en place les dispositions qui permettent à tout le monde de faire le respect de ces éléments sanitaires. Ouais. Mais ces les gestes barrières. Les gestes barrières. Ces enfants-là, est-ce qu'ils se lavent correctement? Mais en période normale, ils étaient abandonnés, a fortiori en cette période de crise. Mais justement, le problème peut partir aussi de ces enfants. Imaginez qu'un de ces enfants-là soit atteint et que les conditions de confinement de ces enfants n'ont pas été prises en charge. Quelles seraient les conséquences? Vraiment une bombe à retardement. Aujourd'hui, on a identifié plus de 20 000 enfants de la rue dans cette ville. Peut-être à Gombe, ils sont à 5 000 ou à 6 000, je ne sais pas quoi. Mais quelle sera la situation de ces enfants? Donc voilà, c'est l'ensemble de tous ces problèmes qui font qu'il faut vraiment que, au-delà des orientations que le chef de l'État a données en tant que commandant en chef, il faut que tous ceux qui ont la responsabilité d'appliquer ces orientations le fassent conformément à sa vision. Alors, Président Fiyou-Ndondoboni, peut-être pour terminer, on a sillonné la ville, hein? Si certains Congolais sont devenus, certains Quinois sont devenus conscients, on a l'impression que d'autres pas encore. Ils continuent à s'amuser, entre guillemets. Ils ne prennent pas au sérieux cette menace. Ça sera votre conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens? D'abord, le premier mot à dire, c'est que cette maladie est une réalité. Il est vrai, au début, il y a eu des gens qui ont fait des déclarations du genre qu'ils accordent tout ça, mais donc c'était des discours qui n'avaient pas leur place à être placés. Cette maladie est une réalité. Et jusqu'aujourd'hui, le mode de contamination est tel que personne ne maîtrise quoi que ce soit. Le geste barrière, se laver régulièrement les mains, tousser, se cacher à partir de votre coude, éviter de se saluer, et toutes ces choses-là... Distance d'un mètre, distance comme sur ce plateau. Hein? Donc, toutes ces choses, il faut les observer pour qu'il y ait barrière, éviter la contamination. Là où il y a beaucoup de gens, faites un effort de ne pas parler, pour éviter à ce que, la contamination puisse se donner de l'un vers l'autre. Et si tu te rends compte que tu as des problèmes, la température monte, tu as la toux sèche, et tu as des problèmes respiratoires, appelle et contacte le médecin. Il y a un numéro qui circule, il faut appeler, et vous allez être suivi de manière à ce que la prise en charge soit faite. Mais au-delà de cette pression-là, au-delà de ces problèmes, c'est un message également que je suis en train de présenter, un message d'espoir pour dire que nous avons survécu à plusieurs crises. On a eu de crises plus que ça. On a eu de crises d'agression, on a eu de guerre, on a eu beaucoup de pression. Notre vie de tous les jours est une pression. Mais nous avons, par la grâce de Dieu, réussi toujours à surmonter ce genre de pression. Et nous allons également surmonter ces défis. Nous allons le relever par la grâce de Dieu si nous restons unis, soudés, pour observer toutes les recommandations qui nous sont données et nous relèverons ces défis. Tenons bon, la victoire est de notre côté par la grâce de Dieu. Fiyou-Ndondoboni, président du Parti Orange, merci. C'était un grand plaisir, je vous dis merci également. Au revoir. Au revoir. Monsieur Zedam, après cet échange fructueux, j'espère que ça vous a été très bénéfique. Pas trop de commentaires de notre part. Respectez scrupuleusement les gestes barrières. Cela va sauver beaucoup de vies. À très vite pour une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.